Salut, c'est Mehdi et entre deux épisodes sur le Tokyo Game Show, aujourd'hui on fait une petite pause pour parler de la Mega Drive Mini parce que je l'ai reçue. Et en plus, j'ai le set Mega Drive Mini Tower avec. Aujourd'hui, ce sera donc une émission dédiée à la Mega Drive Mini japonaise qui me permettra de vérifier et de confirmer tout ce que j'ai dit jusqu'à présent sur cette console. Car j'ai déjà fait deux émissions, une lors du Sega Festa 2019 et une autre lors du Tokyo Toy Show. On fera un déballage de la console pour la contempler sous tous les angles. On parlera aussi de l'interface avec un focus sur la gestion des langues, puis on analysera la qualité de l'émulation, rendu visuel et sonore, et on finira avec les temps de réponse. Voici la boîte de la Mega Drive Mini japonaise qui se base sur le design de la boîte du premier modèle sorti en 1988 au Japon. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce set avec une manette, et non pas celui avec deux manettes. On remarquera un certain nombre de différences comme l'arrière de la boîte qui affiche les 42 jeux inclus. Allez, ouvrons la boîte pour voir ce qu'elle renferme. Attention, j'ai mis les gants blancs pour éviter de faire des traces de doigts. La boîte contient une manette avec 6 boutons, et non pas 3 comme pour le modèle européen, un câble USB pour alimenter la console, mais le transfo n'est pas inclus, un câble HDMI pour relier la console à l'écran, et bien sûr la Mega Drive Mini à l'intérieur d'un carton. Et le mode d'emploi. Cette Mega Drive Mini est vraiment classe, regardez-moi ces finitions. Comme je l'ai déjà expliqué, le bouton du volume peut bouger et le clapet à cartouche peut s'ouvrir. Quelques plans pour comparer avec la version originale. Comme on peut le voir, c'est très proche. Idem pour la manette, c'est la même chose, sauf que la mienne est devenue un peu plus lisse avec le temps. Regardons maintenant le set Mega Drive Mini Tower. La boîte a des parties transparentes permettant d'apercevoir son contenu. Derrière, quelques explications pour nous montrer comment monter cette tour. Allez, on déballe. C'est tout de même un paquet bien encombrant. J'aurais préféré un truc plus compact. Ce set contient un 32X, un Mega CD première génération, une cartouche Sonic 1 et une cartouche Sonic & Knuckles. On enlève le petit couvercle de protection derrière la Mega Drive Mini pour l'emboîter avec le Mega CD. On insère le 32X, on remarquera les petites plaques de métal sur le 32X comme sur le modèle original. On ouvre le couvercle de la cartouche Sonic & Knuckles et on insère la cartouche de Sonic. Tadam! Voilà la tour complète. Alors je le redis encore une fois, ce set c'est vraiment pour décorer, il n'y a pas d'électronique dedans, ou de petites lumières qui clignotent pour le Mega CD. Non, juste un papier. Non, c'est pas une blague. Si on démonte le Mega CD Mini, à l'intérieur, il y a bien un papier avec le circuit du Mega CD imprimé dessus. Il y a des gars chez Sega qui ont pété un câble. Quelques plans pour comparer avec le modèle original. Le modèle original est bien imposant. Pour brancher tout ça avec 3 transfos et tous les fils derrière, c'est bien le Bronx. Cette Mega Drive Mini Tower n'est vendue actuellement qu'au Japon, mais je ne serais pas surpris de la voir dépasser les frontières prochainement. Hormis la cartouche de Sonic 1, au Tokyo Game Show 2019, il y avait des gachas, donc des tirettes, à 500 yens pour obtenir une cartouche Mega Drive Mini parmi les 15 disponibles. Là encore, c'est juste pour décorer, mais ça donne envie. J'espère que l'on pourra retrouver ces gachas ailleurs prochainement. Repassons brièvement en revue les menus de la Mega Drive Mini, mais cette fois-ci avec des images de meilleure qualité. Et on va pouvoir apprécier les musiques de fond réalisées par Yuzo Koshiro. Elles durent au moins 4 minutes. On peut sélectionner l'image de fond d'écran. Il y a deux types d'affichage disponibles, 4/3 ou 16/9. Lorsque l'on appuie sur C dans ce menu, on peut afficher des skylines pour reproduire l'effet des écrans à tube cathodique. Maintenant que j'ai la console en ma possession, je vais pouvoir vous montrer plus en détail le système de langue de la Mega Drive Mini. Lorsqu'on choisit une langue, cela ne change pas simplement la langue des menus, ça change aussi l'interface de sélection des jeux. Si on choisit par exemple le français, même sur la Mega Drive Mini japonaise, le logo devient le logo européen de la Mega Drive. Tous les titres sortis en France sont affichés avec les jaquettes des jeux français. C'est par exemple le cas de Legend of Thor. Et le plus génial, c'est que la version du jeu change aussi en fonction de la langue. Donc la légende de Thor est en français. C'est aussi le cas de Contra qui devient Probotector, la version avec des robots. Ou même Castlevania, qui a bien le titre européen, Castlevania The New Generation. Pour les jeux qui ne sont pas sortis en France mais disponibles aux États-Unis, on nous proposera la version US, donc la version Genesis. C'est le cas de Lenos sorti sous le nom de Target Earth aux États-Unis.
Et bien sûr, si on choisit l'anglais, la sélection des jeux passe en mode Genesis avec les jeux en version Genesis. Malheureusement, tous les jeux japonais ne sont pas traduits. Dans ce cas, le jeu est affiché avec sa pochette d'origine, donc la pochette japonaise, et la langue du jeu reste bien sûr en japonais. Mais c'est tout de même chouette qu'avec la Mega Drive Mini japonaise, que l'on puisse jouer avec des jeux en français ou en anglais. Ce principe est le même pour toutes les versions, que ce soit pour la Mega Drive Mini européenne, pour la Genesis Mini ou pour la Mega Drive pour le marché asiatique. Juste un point concernant les sauvegardes et les langues. Comme je l'ai déjà expliqué, pendant une partie, si on appuie sur le bouton Reset ou le bouton Mode pour les manettes à 6 boutons ou pour les manettes à 3 boutons, appuyez plusieurs secondes sur le bouton Start, on peut afficher un menu permettant de sauvegarder sa partie. Les slots de sauvegarde sont partagés entre les différentes langues. Imaginons que je sauvegarde un jeu en français sur un slot. Même si je passe la langue en japonais, si je charge le slot du jeu en français, le jeu sera lancé en version française. En parlant du bouton mode, dans la deuxième émission que j'ai faite sur la Mega Drive Mini, j'expliquais que ce bouton mode pouvait servir à changer d'arme rapidement dans la légende de Thor. Et bien maintenant, c'est sûr, ça ne marche pas avec la Mega Drive Mini. Car dès qu'on appuie sur le bouton mode, le menu s'affiche. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de la liste des jeux disponibles pour les différentes Mega Drive Mini, parce que je l'ai plus ou moins fait dans les émissions passées. Mais cette fois-ci, on va se concentrer sur l'émulation. En effet, j'ai fait plusieurs tests avec la Mega Drive Mini pour vérifier à quel point elle était proche de la console originale. Et pour faire mes tests, j'ai bien sûr utilisé une Mega Drive Mini et une Mega Drive originale, donc de première génération, que j'ai connecté via un câble RGB au FrameMaster. Donc le FrameMaster, c'est la référence des upscalers, donc des appareils qui agrandissent l'image. Et la Mega Drive dispose quand même d'une image assez nette via le câble RGB, et avec le FrameMaster, on voit quand même clairement les pixels. On va d'abord parler de l'aspect visuel et du son. Grâce au Frame Raster, même sur l'image agrandie, les pixels sont bien visibles. Je l'ai bien sûr configuré pour sortir une image en 720p avec des proportions similaires à la Mega Drive Mini. La résolution standard de la Mega Drive originale est de 320 pixels sur 224. Avec une analyse de l'affichage 4 tiers, on voit que la Mega Drive Mini multiplie par 3 la résolution d'origine afin d'obtenir un ratio similaire à un téléviseur 4 tiers. Donc pas de déformation d'image par rapport à la console d'origine pour la majeure partie des jeux. En zoomant dans l'image de la Mega Drive Mini, on peut voir que les pixels sont bien agrandis de blocs de 3 sur 3 pixels, donc un affichage en square pixel. En comparaison, un zoom sur une image capturée de la console originale avec ma combinaison câble RGB plus FrameMaster. C'est proche quand même. Une fois de plus, je suis impressionné par la netteté de la Mega Drive en RGB avec le FrameMaster. Le Square Pixel résulte d'un affichage un peu plus large. Un type d'affichage que j'apprécie car les cercles ont des bonnes proportions, car sinon ils ont tendance à devenir ovales. Je bidouillais d'ailleurs le pitch de l'affichage horizontal de ma télé à tube cathodique de l'époque pour avoir une image plus large. Sachez que tous les jeux n'utilisent pas la même résolution. C'est le cas par exemple de Sonic 2, l'un des rares jeux qui utilise une résolution de 320 pixels sur 448 en mode de joueur. Comme la largeur reste de 300 pixels, cela s'affiche parfaitement sur la Mini. En revanche, pour les jeux utilisant une résolution plus petite comme Shining Force ou Monster World 4, cela se complique. Sur un écran CRT, cette résolution est étirée pour remplir l'écran. C'est ce que fait aussi la Mini pour maintenir le ratio 4 tiers. Le problème, c'est que dans ce cas-là, 3 lignes sur 4 sont composées de blocs qui ne sont pas carrés, mais rectangulaires, en faisant 4 pixels de haut sur 3 de large. Rien de très dérangeant, surtout que peu de jeux utilisent cette résolution. Mais pour ceux à qui cela pose problème, je vous conseille de choisir le mode d'affichage en 16/9 depuis le menu de la Mini et d'afficher l'image en 4 tiers sur votre écran. Comme ça, tous les blocs de pixels auront la même taille. La Mega Drive a la particularité de changer parfois les bordures extérieures de l'image en fonction de l'affichage. Ce changement de couleur n'est pas reproduit sur la Mini. Il y a aussi une légère différence de couleur et de luminosité, due au signal RGB plus sombre et bien évidemment moins net que l'HDMI. Mis à part ça, comme on peut le voir sur ces images, il n'est pas évident de faire la différence entre les deux machines, que ce soit au niveau de l'image ou du son. L'effet sonore quand Sonic ramasse un anneau est bon, alors que c'est un point connu pour poser problème en émulation. Les voix digitalisées de Street Fighter 2 Dash sont aussi proches de la version originale, toujours aussi naze. On remarquera quelques changements dus à des problèmes de droit comme le regard dans l'intro de Super Shinobi ressemblant à un acteur japonais, qui depuis la version de la Virtual Console de la Wii fut remplacé par le visage d'un gars de chez Sega si je me souviens bien.
Batman, Spider-Man, Rambo, Godzilla, Terminator, ce jeu avait fait fort. Et c'était pas le seul. Si ça passait au Japon à l'époque, aujourd'hui c'est différent. C'est d'ailleurs le frein principal pour l'ajout de jeux dans des mini. C'est probablement pour ça que certains jeux n'ont pas été ajoutés comme Outrun à cause du logo Ferrari. Au final, aucun jeu de course pour la Mega Drive Mini. J'ai fait un bon nombre de tests en comparant les captures des deux consoles, en mettant les images côte à côte et en alternant le son entre la Mega Drive Mini et la console originale. Faites bien attention aux textes et aux icônes qui indiquent à quelle console appartiennent les images et le son. J'ai entendu que certains se plaignaient de problèmes de son, de décalage. Ouais, moi ça me dérange pas plus que ça. Après, je n'ai pas une oreille assez fine pour me rendre compte des différences, donc je vous laisse visionner quelques images pour vous faire une idée. Parlons maintenant du framerate. Le framerate, c'est le nombre d'images affichées par seconde. La Mega Drive japonaise tourne autour de 60 images par seconde. C'est exactement la fréquence de rafraîchissement d'un écran NTSC. Alors calculer le framerate sur une console, c'est pas quelque chose de simple, et pour ça j'ai développé un programme. Et ouais, je suis programmeur, c'est quand même mon métier principal. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais fondamentalement, je capture l'image transmise par la console sans compression pour ne perdre aucune information. Ensuite, mon programme analyse la capture image par image pour savoir le nombre d'images différentes qu'il y a eu par seconde. J'ai des résultats assez précis sur les consoles modernes via le câble HDMI. Pour les vieilles consoles avec des câbles à signaux vidéo analogiques comme les prises Péritel et surtout les prises composites, c'est plus compliqué, car il y a du bruit. Il n'empêche que mon programme arrive à des résultats plus ou moins exacts. Comme on peut le voir avec ces courbes, la Mega Drive Mini a un framerate similaire à la console originale. Une fois encore, ces chiffres démontrent la précision de l'émulation. Donc de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à redire pour les jeux que j'ai testés. Au passage, j'ai maintenant compris pourquoi je trouvais lourd le Space Harrier 2 par rapport au Space Harrier arcade. Eh bien c'est parce que le jeu tourne en 30 fps. Mais comme c'est le premier jeu de la Mega Drive, il a une excuse. Parlons maintenant de la latence, donc du temps entre le moment où on appuie sur le bouton et que cette action s'affiche à l'écran. Le but étant de vérifier s'il n'y a pas de décalage flagrant entre la Mega Drive Mini et la console originale. J'ai comparé la console originale branchée directement à un écran CRT et la Mega Drive Mini branchée sur une télé standard Full HD. Pour référence, j'ai aussi fait le test avec la Mega Drive originale branchée via un câble RGB au FrameMaster à la même télé. Ce dernier étant connu pour avoir peu de latence. Tout d'abord, je tiens à préciser que les écrans à tube cathodique affichent généralement l'image plus vite que les écrans LCD. Donc jouer sur une console en la branchant à un écran moderne sera généralement plus long que de la brancher directement à un écran à tube cathodique. Pour vérifier les temps de réponse, je filme en 60 fps et je calcule le nombre de frames écoulés entre le temps appuyé sur le bouton et la réaction à l'écran. Ce n'est pas super précis, mais cela permet de se faire une idée à plus ou moins 2 frames près. J'ai fait le test avec 4 jeux. On commence avec Street Fighter 2 Dash.
Pour que l'IE plie le genou après avoir appuyé sur le coup de pied léger, il faut 5 frames pour la console originale avec l'écran CRT, 9 pour la mini et 7 pour la console originale avec le frame master. Pour Ghouls & Ghosts, il faut 2 frames pour commencer un saut sur l'écran CRT, contre 5 pour la mini et 4 pour le frame master. Avec Thunder Force 3, il faut 1 frame pour tirer sur le CRT, 4 pour la mini et 3 pour le frame master. Pour Sonic 2, il faut 1 frame au CRT pour que Sonic commence son saut, 5 pour la mini et 3 pour la console originale via le frame master. On peut constater qu'il y a 2 frames de décalage entre la Mega Drive reliée au CRT et la Mega Drive reliée au frame master. Le délai du frame master pour cette configuration est d'environ 1,6 millisecondes, soit un dixième de frame, ce qui est pratiquement imperceptible entre 2 frames en 60 fps. Cela veut dire quoi concrètement? Eh bien que les 2 frames de latence sont liés au temps de réponse de l'écran LCD. J'ai fait cette démonstration pour montrer qu'il faut se méfier de l'écran. Donc la latence de la Mega Drive Mini est d'environ 2 frames par rapport à la console Mega Drive originale. Soyons honnêtes, si j'avais pas fait ces tests, j'aurais pas fait la différence. Bien évidemment, je ne peux pas m'amuser à faire ce genre de test pour tous les jeux parce qu'il me faudrait des mois, ça prend du temps, et ça prend du temps aussi à présenter, mais je pense quand même que ça vous donne une idée globale, plus ou moins, de ce qu'est capable de faire la Mega Drive Mini. Alors personnellement, je trouve quand même que c'est un chouette produit, la console est mignonne comme tout, il y a de très bons jeux dans cette liste, et quand même on a une bonne qualité d'émulation pour jouer sur un écran moderne. Et je pense que cette console va faire plaisir aux nostalgiques de la Mega Drive ou à ceux qui veulent découvrir les jeux Mega Drive. Alors pour ceux qui sont super pointus en voulant un truc perfect, bah c'est toujours pareil, il n'y a jamais mieux que de brancher la console originale sur un écran CRT. Et je pense que quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Mais enfin bref, moi je suis assez content d'avoir un nouveau hard de Sega parce que rien que pour ça, rien que c'est une console officielle de Sega, que c'est une petite Mega Drive toute mignonne, bah rien que pour ça, je pense que les mecs comme moi, les fans de la Mega Drive, bah ils vont l'acheter. Si jamais tu joues sans vraiment faire des tests dans tous les sens à regarder, bah tu vois pas trop les problèmes. Mais enfin bref, faudrait quand même pas abuser, le prix est pas super cher, hein, ça reste dans un prix raisonnable. Surtout par rapport au nombre de jeux et par rapport à la qualité du produit en lui-même. Donc moi personnellement je suis assez satisfait de cette console. J'espère que cette émission vous a donné des réponses, parce que c'est quand même le but. J'ai vraiment essayé de faire l'effort cette fois-ci de rentrer dans une partie un peu plus technique que d'habitude, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes émissions. Et il y a vraiment beaucoup de connaisseurs. Alors moi ça commence à me faire flipper parce que je peux pas trop dire de bêtises, alors que j'ai tendance à en dire. Je suis un gars un petit peu... voilà, je dis plein de choses sans forcément les vérifier, je parle beaucoup de mémoire, donc maintenant va falloir que je fasse gaffe, et c'est pour ça que j'ai quand même essayé de faire des tests assez sérieux, pour pas dire des singeries. Je sais que vous êtes de plus en plus fidèles à regarder l'émission, et puis vraiment des commentaires, mais super gentils, ça me fait super plaisir. Moi je fais ça par passion, et quand je vois qu'il y a d'autres passionnés comme ça, qui sont contents de voir les émissions, bah... Hein, qu'est-ce que tu veux que je demande plus? Enfin bref, je vais m'arrêter ici. Merci encore d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. それでは、さよなら。